And what brings us together for this series of events is that these three historians and actors have each played a role in creating a performance that is going to be presented tomorrow at FIAF by Jeanne Dalila called Les Historiennes. And that performance draws on the lives of three very, very interesting and very different women, each of whom were studied by one of our invited historians. So Charlotte de Castelnau-L'Étoile has worked on the life of Pasqua, who was a slave in 17th century Brazil, and she presented some of her work this evening in a talk on marriage and slavery in the early Portuguese Atlantic world. And Anne-Emmanuelle Desmartini has done a book on the life of Guillaume Lauzière, who was a cause célèbre in 1930s France because she murdered her father and was convicted of murder. And Anne-Emmanuelle did a wonderful job talking about her life, and we'll hear more about that today. And then Emmanuelle Loyer actually gave her talk about her new biography on Claudine Desfos, but the work that she did and that contributed to Les Historiennes was about a French actress named Delphine Seyrig. So each of these three historians has presented their work here today, and they've each been introduced. But we haven't had an introduction of Jeanne Dalila, so I'm just going to say a brief word about her. I think you are all very familiar with her, so we'll keep this short and informal. But Jeanne is actually, of course, a celebrated French actress, and who's made many films, dozens of films, including, to name just a few, My Sex Life or How I Got Into an Argument, Dieu seul me voit, All the Fine Promises, The Duchess of Langeais, and many more. And she was the winner in 2018 of the César Award for Best Actress for her role in Barbara, which is a film directed by Natsu Amari, in which she plays a movie star called Brigitte, who is in turn starring in a biopic about the beloved French singer Barbara. And it's a really beautiful, hauntingly beautiful film, which a reviewer for The Guardian called An Elusive Ghost of a Celebrity Portrait, a meditation on likeness and impersonation in which the subject, the actor, and the performance become difficult to piece apart on screen. And I believe Barbara will be playing at Anthology Film Archives in the coming days, so I encourage all of you to see it if you haven't already. Jeanne is also a singer, and we see that other talent on fine display in Barbara. And she has begun directing films as well, and is just finishing up a second film, which is about a utopian French town called Merveille à Montfermeil, so I think that's going into editing stage, and maybe we'll have a chance to play it at Maison Française when it comes out next year. And but the thing that brings together these four women for this discussion today is that Jeanne, before studying to become an actress, actually studied history at the École Normale Supérieure and formed friendships with our three invited historians. And I think it's that friendship and that early exposure to and long-standing interest in history that is behind the creation of Les Historiennes. So we hope to hear more about that genesis in this discussion, which will be moderated by Emmanuelle Sada, who is a wonderful colleague of mine in the Department of French and History. So please join me in extending a warm welcome to our guests. Bonjour, bienvenue à la Maison Française. Peut-être pour commencer, je voudrais juste rappeler le processus en fait qui a conduit à ce que nous soyons toutes les 5 réunies ici. On a reçu, Chani et moi-même, un long email au mois de janvier de Jeanne, nous expliquant qu'elle préparait ce spectacle
qu'elle donnera demain à la FIAF, et nous suggérons, avec des raisons extrêmement convaincantes, d'organiser un événement des événements à la Maison Française autour du travail des 3 historiens qui sont réunis ici et qui forment la matrice du spectacle de demain. Donc, Sorry for interrupting. I see some people looking at me, and I just want to make sure that all of you know that if you're not a French speaker, we have headsets available to listen for the English translation. So if you don't have a headset, please come over and get one here. Those of you who have headsets on, are they working? Sorry for the interruption. Sorry. Donc je reprends. Donc il y a eu ce cheminement de quelques mois pour nous, pour mettre en place cette série de conférences de nos 3 historiennes, donc lundi, mercredi et hier soir. Mais en fait, je vais demander à Jeanne de peut-être revenir un peu plus longuement, un peu plus de détails sur à la fois la genèse du spectacle lui-même et puis de cette série qu'on a mis ensemble, qu'on a mis au point ensemble. Donc, est-ce que vous pouvez dire ce qui était votre projet et comment vous l'avez élaboré dans l'événement? Merci beaucoup Emmanuel et merci à Charlie et à la Maison Française de nous accueillir et aussi à l'Alliance Française d'avoir été en fait à l'origine de ce projet d'une certaine manière, même si c'est un projet qui a plusieurs origines différentes et je ne sais pas très bien à qui attribuer la première idée et je reviendrai peut-être là-dessus. Pour aller au plus simple, l'Alliance Française de New York m'a proposé de montrer un certain nombre de mes films à New York et organise en ce moment, à ce moment de l'année, un festival de théâtre qui s'appelle Crossing the Line. Et Lily Chopra, qui était l'année dernière en charge de ce festival, m'a demandé si je pouvais réfléchir à quelque chose que je pourrais faire en scène, cependant que par ailleurs les films seraient montrés à l'Alliance Française d'une part et à Anthology of Film Archives d'autre part. Et immédiatement m'est venue l'idée de proposer de faire quelque chose à partir du travail d'Anne-Emmanuelle de Martigny, d'Emmanuel Loyer et de Charlotte de Castelnau. Ça m'est venu immédiatement en tête parce qu'il se trouve que juste avant, Anne-Emmanuelle de Martigny venait de publier son livre sur Galette Mosière et m'avait proposé très gentiment d'en lire des extraits dans une librairie à Paris. Et quand j'ai fait ça, je me suis aperçue que ça me plaisait énormément de faire ça. Ce qui était en fait une découverte pour moi, parce que depuis que j'avais abandonné mes études d'histoire, j'avais pris grand soin de me tenir le plus loin possible de tout ce qui pouvait avoir à voir avec la pratique universitaire ou scientifique. Et il se trouve, et après je reviendrai à cet aspect des choses parce que je pense qu'il est un petit peu intéressant, surtout dans ce contexte, il se trouve que quand j'ai fait cette lecture du livre d'Anne-Emmanuelle, et que ça m'a tellement plu en tant qu'actrice de faire ça, je venais juste avant, enfin pas très longtemps avant, de lire le livre d'Emmanuelle, la biographie d'Emmanuelle de Claude Lévi-Strauss. Peut-être un an avant, je l'avais lu. Et j'avais été très très émue en lisant le livre d'Emmanuelle parce que je m'étais dit, la manière dont elle écrit cette littérature de l'histoire, et je reviendrai aussi sur cette notion de littérature, me semble être un autoportrait. C'est comme si je lisais quelque chose, non pas que j'avais écrit moi-même, mais qui me racontait ma formation sensible
au sens où je pense que l'histoire comme littérature, l'histoire en tant qu'elle est littérature, et je dois dire ici tout de suite que pour moi l'histoire n'est que de la littérature, je reviendrai là-dessus aussi, est une éducation sensible au sens où on dit que le roman du 19e siècle est une éducation de la sensibilité. Voilà, et donc je me suis souvenue au moment où Crossing the Line m'a fait cette proposition, que j'avais ressenti cet immense plaisir à dire le texte d'Anne-Emmanuel, cette identification sensible à lire le texte d'Emmanuel et une grande passion pour l'art de conteuse de Charlotte de Castelnau-l'Étoile, qui m'avait longuement raconté dans des longues promenades à Rio, sur la plage, son travail en cours sur le mariage à l'époque moderne au Brésil, et notamment toutes les histoires singulières qu'elle était amenée à rencontrer au cours de ce travail d'historienne. Et Charlotte a un talent de conteuse absolument extraordinaire. Et donc, bien qu'elle soit encore en train d'écrire son livre l'année dernière, quand j'ai eu l'idée de ce spectacle, je savais qu'elle produirait aussi une littérature que je pourrais mettre en théâtre, à partir de laquelle tenter une expérimentation théâtrale. Alors, je ne sais pas si je continue à parler là sur les thèmes. Oui, bon. Donc, je voudrais parler de cette histoire de littérature et d'écriture scientifique et d'écriture théâtrale. Il y a une raison pour laquelle je suis très réticente à m'exprimer dans le contexte académique. C'est d'ailleurs la première fois de ma vie que je le fais, c'est que je pense qu'il est la mort pour l'acteur. Parce que je pense que le travail universitaire ou scientifique consiste dans sa technique c'est comme ça que je le vois en tout cas, à adopter une position analytique depuis l'extérieur de l'objet. Or, le travail de l'acteur consiste à se mettre à l'intérieur de l'objet. Et en tant que transfuge du monde universitaire au monde de l'interprétation de la comédie, j'ai dû fournir un travail épouvantable pour apprendre à me mettre à l'intérieur de la littérature ou du personnage ou de la chose racontée, et non pas à l'extérieur pour la présenter, l'analyser, etc. Donc, j'aurais pu beaucoup, parce que c'est un gros travail, et c'est un travail qui est principalement celui qu'on apprend à faire dans les écoles je dirais que c'est même le seul travail qu'on apprend, enfin, pas tout à fait, mais dans les écoles de comédie, en fait. Donc ça, c'est une première raison. Par ailleurs, je considère quand même que la littérature scientifique sur l'histoire est une littérature. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis pas devenue historienne. Parce que, alors, pardon, je fais une petite remarque, je retourne un peu en arrière. Je pense aussi que ce cadre dans lequel nous sommes maintenant, universitaire, n'est pas du tout orienté vers l'expression des sentiments. Or, mon travail consiste uniquement à exprimer des sentiments. Et donc, ça me met un peu mal à l'aise ici. Mais, pour dire les choses de manière un peu mélodramatique, personnellement, je considère qu'il n'y a absolument aucun discours, ni aucune situation de parole de la vie de tous les jours qui permettent de raconter
la douleur, d'une part, l'obscénité, d'autre part, les contradictions et aussi l'aventure de la vie. Je trouve que ce qui rend compte de ces 4 choses très importantes, pour moi, ça n'est aucune des situations de parole de la vie de tous les jours. Ni les conversations, ni les interviews, ni le militantisme, ni la transmission. Les seuls moments que j'éprouve comme me permettant d'entrer en dialogue avec ça sont les moments de lecture et les moments où je fais mon métier d'actrice. Donc les moments où je suis en rapport avec la littérature. Mais à un moment, je me suis aperçue que le discours scientifique produit par l'histoire me permettait ça, était pour moi une littérature. Et j'insiste beaucoup sur l'aspect scientifique des choses parce que, par exemple, les romans historiques ou des choses comme ça ne me donne pas du tout cette impression. Donc, en fait, ce que j'ai découvert quand j'ai fait cette lecture du texte d'Emmanuel, c'était que je pouvais utiliser leurs travaux comme littérature à partir de laquelle tenter une forme théâtrale. Or, il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire du théâtre. Il y a beaucoup de textes, énormément de textes de théâtre qui mettent en scène l'histoire. Évidemment, je pense que il n'y a pas de forme plus aboutie que ça que Shakespeare. Et même, je dirais, parce que, alors pardon, je parle un peu dans tous les sens, mais il se trouve que l'histoire telle que la pratique à la fois Emmanuel et Charlotte, c'est une histoire qui rend compte de toutes les aventures des événements, les aventures des sentiments, et aussi le contexte matériel, c'est-à-dire, je dirais, les aventures matérielles, les décors, les costumes, les accessoires, c'est-à-dire les paysages, les lieux, les habitudes de vie et les objets. Et ça, il y a ça aussi dans Shakespeare. Shakespeare, c'est un théâtre qui amène sur le théâtre tous les niveaux de représentation. Les événements, les sentiments, les épées, les chaudrons, les lieux, les chambres à coucher, les champs de bataille, etc. Donc je pense que dans une époque actuelle où l'écriture théâtrale est en crise, parce que l'écriture contemporaine du théâtre est très pauvre, et notamment elle est très pauvre parce qu'elle est très monologuée. L'écriture de théâtre de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle éprouve beaucoup de difficultés à mettre en scène les conflits. C'est toujours des successions de monologues. Et à mettre en scène les différents lieux. Aussi parce que c'est une écriture qui est inscrite dans une modernité qui se passe des décors, qui se passe des accessoires. Et cette écriture moderne, elle est très belle, mais dans l'histoire telle que l'écrit notre génération, moi je trouve des possibilités d'évoquer des décors, des costumes, des conflits, des personnages. Je ne voudrais pas être trop longue sur le personnage. Je vais juste rajouter qu'il y a là 6 personnages dans cette expérimentation théâtrale. Violette Nozière, Delphine Seyrig, Pascoa, mais aussi Emmanuel, Anne-Emmanuel et Charlotte, et que j'ai essayé de construire une expérimentation théâtrale
qui me permettent de faire venir sur la scène les 6 personnages, c'est-à-dire leurs objets, mais aussi les historiennes, parce que je pense que c'est pour ça que je les ai associées toutes les 3 et que j'ai multiplié les personnages, parce que je pense que la question du personnage et plus généralement de l'emploi d'ailleurs, la soubrette, la marquise, le chevalier, etc., sont des questions qui traversent l'histoire de la représentation et permettent d'aborder cette question très compliquée qui est la question de l'identification. En fait, les identifications sont toujours abusives. Je terminerai là-dessus. Il y a un très beau texte de Shakespeare dans Hamlet, quand Hamlet reçoit les comédiens pour leur demander de mettre en scène le meurtre de son père. Il fait un discours aux comédiens qui est très célèbre. Et dans son discours, il dit « Ne vous imaginez pas qu'on puisse jouer d'un personnage comme d'une flûte. Aucun personnage n'est représentable. » Je pense que c'est vrai. Et qu'en même temps, il faut s'identifier quand même au personnage et que l'identification est toujours scandaleuse. En réalité, on n'a pas le droit de s'identifier à un personnage et c'est particulièrement vrai quand on a affaire à des personnages qui ont subi des sorts ou des traumatismes épouvantables. Mais en fait, et c'est très souvent le cas, mais en fait c'est presque le cas de tous les personnages. Non seulement on ne peut pas, mais en plus on n'a pas le droit. Mais on doit trouver une forme qui raconte, qui permet de s'identifier, parce que sinon on ne peut pas jouer, et en même temps de raconter que la représentation est impossible. Et donc pour moi de les juxtaposer, j'espère que ça permet ça. Voilà. Merci beaucoup. Il y a énormément de choses dans ce que vous venez de dire. Je voudrais rebondir sur cette figure de Crossing the Line. Donc c'est à la fois le titre de la série d'événements à la Fiat. C'est aussi un thème dans ce que vous venez de dire. C'est peut-être un thème aussi dans votre parcours. Vous avez Cross the Line entre l'histoire de l'histoire au théâtre, de l'académie, de l'université au théâtre. C'est aussi un thème dans votre propos, la possibilité de passer cette frontière qui très souvent est considérée comme extrêmement rigide entre la littérature et la science. Je voudrais que vous nous en disiez peut-être un peu plus sur cet axe-là, qui ont tous crossed the line, en tout cas les 3 femmes qui ont été, qui sont au cœur des travaux des historiennes, ont tous une façon de cross the line. Et donc, ça fait écho à ce que vous venez de dire sur l'identification, sur l'impossibilité d'une identité stable et d'une identification et la question du double permanent entre son personnage et sa représentation. Donc, peut-être avant de laisser les historiennes décrire un petit peu le travail qu'elles ont fait de réflexion sur ces passages, de tout le personnage d'un monde à l'autre. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Est-ce que c'était important pour vous que d'abord vous voyez une communauté de parcours au-delà des très très grands justement très grandes différences de contexte historique et de problématiques et aussi de niveau d'élaboration des textes? Parce que le texte de Emmanuel de Martine a été publié en 2017. L'an dernier, tout juste un an. Il y a un an, voilà, 2017. Le texte de Charlotte a été terminé le 20 août. On a la date maintenant. Et celui d'Emmanuel Noyer est en gestation. Voilà, donc c'est aussi trois niveaux différents d'élaboration des textes, mais il me semble qu'il y a ce mouvement de passage dans toute cette trajectoire qui peut-être était important pour vous, je ne sais pas. J'ai l'impression déjà d'avoir trop parlé.
Je me demande si ce serait pas mieux de revenir sur cette question une fois un petit peu plus tard, une fois qu'on aura décrit un peu qui sont ces personnages. Oui, et donc moi j'ai écrit un livre sur Violette Nozière. Violette Nozière, oui, a traversé la frontière puisqu'elle est devenue criminelle en 1933 à Paris. Elle empoisonne ses parents. Sa mère réchappe, mais son père meurt, donc Violette Nozière est une parricide. Et donc elle a commis un crime très grave. Parce que le parricide, c'est le sommet de la hiérarchie pénale. C'est un double parricide. Et puis elle l'a commis en utilisant du poison. Et l'empoisonnement, c'est un crime particulièrement odieux, considéré comme particulièrement odieux parce que déloyal et lâche. Et puis cette personne qui a commis cet énorme crime, eh bien, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille de 18 ans. Donc, du point de vue civil, elle est mineure. Et donc, il y a un phénomène de disproportion entre le crime énorme et cette jeune fille. Alors, Violette Nozière, elle a transgressé par le crime. Ça, c'est le premier point. Mais il y a aussi une autre transgression. Une transgression, je dirais, par la parole. Parce que, une fois que Violette Nozière a été arrêtée, une semaine après son crime, eh bien, elle est passée devant le juge d'instruction, premier interrogatoire. Qu'est-ce qu'elle dit? On a le procès verbal, on a l'archive, qui consigne les mots employés par Violette Nozière. Elle dit, si j'ai agi ainsi vis-à-vis de mes parents, c'est que depuis 6 ans, mon père abusait de moi. Alors là, c'est une autre histoire. C'est-à-dire qu'au départ, on est sur une histoire de parricide, et puis, qu'est-ce qu'on découvre dessous? Autre chose. On découvre l'inceste. Et cette parole, je disais, elle transgresse 2 fois. Pourquoi? Parce que cette parole sur l'inceste, c'est une parole qui sera prononcée, qui sera analysée, discutée, consignée, c'est-à-dire traduite sur le procès verbal. Mais est-ce qu'elle sera entendue? En fait, non. Donc c'est une parole qui était inaudible. Alors peut-être que je peux m'arrêter là pour le moment, parce que du coup, sur cette question-là, inaudible, je pourrais développer, mais on va peut-être passer. Alors, Pasqua, c'est une personne totalement ordinaire, à qui il n'est rien arrivé dans la vie extraordinaire, parce que c'est une esclave née dans une famille en Angola, une famille de captifs, comme on dit, qui appartient à une famille luso-africaine. Et ses grands-parents, ses parents et elle-même étaient captifs en Angola, esclaves d'une famille portugaise. Elle est mariée en Angola et c'est une femme qui fuit son mari, qui va avec d'autres hommes. Et pour cela, elle est punie. Elle est condamnée à l'esclavage atlantique. Il existait un esclavage en Afrique, il existait un esclavage atlantique. C'était pas le même. L'esclavage atlantique supposait un arrachement, supposait de crossing the line, le passage du milieu, comme on dit, middle passage. Donc elle quitte l'Afrique et elle arrive à Bahia, Salvador de Bahia, capitale de la colonie du Brésil. Et là, très vite, elle se remarie avec un esclave de la même maison qu'elle. Et je ne sais rien de leur vie, et je n'aurais jamais dû rien savoir de leur vie, puisque les esclaves, on n'a rien sur leur vie, en général. Voilà, et ce qui intéresse l'historien, c'est que tout d'un coup, cette femme, 5 ans après son arrivée au Brésil,
est reconnu par des gens d'Angola. Le Brésil et l'Angola ont un rapport très proche. Les mêmes fonctionnaires passent d'un pays à l'autre, les prêtres de l'Angola viennent se faire ordonner au Brésil. Donc il y a une circulation, ça a beau être à des milliers de kilomètres, c'est comme si c'était le pays voisin. Et on la reconnaît. Et un cousin de son maître dit au maître, Pasqua était déjà marié en Angola. Or, on n'a pas le droit, dans le système catholique, d'être marié deux fois. Ça s'appelle la bigamie. Si, lorsque vous avez été marié, votre mari est encore vivant, vous ne pouvez pas vous remarier. Le sacrement est unique. Il n'est fait que par la mort d'un des conjoints. Et donc le cousin d'Angola dit, elle était mariée, et son mari en Angola, je le connais encore, il est encore vivant. Donc cette histoire suppose tout d'un coup un monde de l'esclavage assez différent de celui qu'on imagine, puisque entre l'Angola et le Brésil, les esclaves peuvent être reconnus, leur vie est rappelée. Et voilà, alors tout commence par la dénonciation du maître, qui va dire à l'Inquisition, qui vient d'arriver dans ce pays du Brésil, que Pasqua a eu un autre mari qui est encore vivant. Voilà, et l'histoire de Pasqua, c'est l'histoire de ce procès qui va durer 10 ans, qui va être extraordinairement long, avec une enquête inquisitoriale à l'échelle de l'Atlantique, entre Lisbonne, Luanda, en Angola, Mazangano, à l'intérieur de l'Angola, la petite forteresse d'où vient Pasqua et où habite encore son mari, ses parents, ses maîtres de l'Angola, ses maîtresses, son maître et sa maîtresse. Et puis Salvador de Bahia, une circulation intense entre ces trois endroits, jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée, 7 ans après le début de l'enquête, transférée à Lisbonne et jugée pour bigamie. Alors je vous rassure, elle ne sera pas brûlée. L'Inquisition avait une échelle de peine mesurée selon la gravité des crimes, mais quand même, elle est transportée comme prisonnière. Elle arrive en Europe, dans le froid. Elle arrive au mois de novembre, elle est jugée en décembre. Elle sort dans un autodafé, c'est-à-dire une présentation des condamnés le 22 décembre. Voilà. Et finalement, elle va faire un exil et elle reviendra peut-être au Brésil, ça je ne sais pas. Elle le demande en tous les cas, à la fin de son exil au Portugal. Voilà, donc c'est ce personnage sur lequel j'ai écrit et dont Jeanne s'est emparée. Je vais vous parler de Delphine Seyrig, mais moi j'en suis beaucoup moins dans les recherches, puisque c'est une sorte de rencontre assez récente. Mais ce qui me frappe en écoutant mes camarades, c'est qu'il y a, en dehors de la diversité de ces trois destins, c'est quand même aussi quelque chose qui nous réunit, je crois, cette idée qu'il n'y a pas de scénario préétabli. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'idée préétablie sur le destin de ces femmes. Anne-Emmanuelle disait qu'il y avait une intrigue possible qui est celle de la femme, la jeune fille perdue de la classe moyenne française en voie d'ascension sociale, et ce qu'elle découvre, c'est l'inceste. Là, il y a aussi une façon de ne pas interpréter au départ la condition de l'esclave, qui est à la fois l'oppression totale et en même temps dont tu découvres à plusieurs reprises qu'elle recèle aussi des capacités d'action et de composition avec le réel. Je dis ça parce que c'est à la fois une poétique et je dirais une façon de faire de l'histoire dans laquelle moi je me sens aussi très, très proche, et qui est possible, quand on prend un micro-objet, c'est-à-dire un individu, et qui explique aussi peut-être que là, on fait de l'histoire à l'échelle, disons, d'un individu à chaque fois, d'une femme, mais où finalement l'histoire plus large, évidemment, tricote
ses déterminations, ses écarts. Et ça, je trouve que c'est très beau parce que ça rend quand même, ça donne aussi sa place, je trouve, à l'imagination, même si on n'invente rien, mais on élabore des scénarios quand même. Et donc, bon, alors, sur Delphine Seyrig, c'est une actrice. Moi, je ne suis pas historienne du cinéma. Je l'ai découverte, comme beaucoup, à travers des apparitions fracassantes, je dirais, dans certains films, où elle est parfois sur des petits rôles, mais qui bouleversent complètement le film. Et finalement, c'est ça qu'on retient essentiellement. Et cette Delphine, on a un peu l'impression que sa vie est séparée en deux, entre une actrice ultra féminine, sophistiquée des années 60, et ensuite un engagement féministe très véhément, très fort, très intense, très pur aussi. Et donc, voilà, il s'agit de comprendre pourquoi, comment. Ce qui m'a touchée aussi, c'est sa biographie vraiment entre France et Amérique, enfin entre différents espaces en fait. Ça aussi finalement c'est... Dans la tienne, elle est très très parisienne. Elle circule entre la Madagascar. Mais elle circule parce que c'est une manière de transgresser d'ailleurs. Elle marche beaucoup dans Paris, d'ailleurs elle vagabonde. C'est une vagabonde. Là, elle circule entre... Et Delphine Seyrig, c'est quelqu'un qui... Et c'est comme ça aussi que moi, je l'ai un peu rencontrée, si on peut dire, parce que comment on passe d'un sujet à un autre, c'est qu'elle a une histoire avec les États-Unis et avec la ville de New York. Elle y est petite fille parce que son père est un gaulliste qui est chargé pendant la Seconde Guerre mondiale de rallier les Français à la France libre. Et ensuite, elle épouse un peintre américain et elle vit à New York de 1956 à 1960. Donc c'est aussi toute cette finalement histoire culturelle des transatlantiques entre l'Europe, la France et les États-Unis. Ce qui m'a aussi intéressée, c'est un peu décousu ce que je vous raconte, mais c'est que vous voyez bien que pour faire de l'histoire, c'est de l'histoire savante, intelligente, et c'est vrai, on est des historiennes sérieuses. On travaille sur les archives, sur les traces. Dans les deux cas, ce que je trouve très tragique et en même temps bouleversant, c'est que si on a des traces de ces femmes, c'est parce qu'il leur est arrivé des malheurs. Elles ont rencontré l'institution judiciaire et c'est beaucoup dans cette institution, c'est en raison d'eux, grâce à cette institution judiciaire, qu'on a des textes, que le passeport arrive, etc. Dans le cas de Delphine Seyrig, c'est presque l'inverse. Il y a une sorte de surexposition médiatique, il y a trop de... Elle s'exprime, mais pas tant que ça en fait, dans les journaux, parce qu'elle est quand même très réticente mais quand même. Mais en même temps, une des façons pour elle d'être féministe, ça va être de penser que les femmes, c'est quand même l'inconnu, quoi. Et une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que une de ses actions, disons, féministes, ça va être de créer ce centre de documentation vraiment sur des films de femmes, mais films de femmes qui sont presque comme une sorte d'anthropologie, d'ethnologie de la vie au féminin. Il faut tout filmer, comme si la vie des femmes était... il fallait constituer les archives pour que les historiens du siècle plus tard puissent écrire l'histoire des femmes du XXe siècle. Voilà. Donc c'est aussi pour dire que, en fait, pour nous, faire de l'histoire, je crois que c'est toujours cette espèce de tricotage de la réalité matérielle des archives et aussi de l'imagination des scénarios, mais aussi de la contextualisation très très concrète. Je crois qu'on est toutes les trois, et ça c'est peut-être une des choses qui nous relie aussi, ce côté de l'histoire où il faut en effet des paysages, des odeurs,
les décors, et c'est pour ça que je crois qu'on a été très étonnés de ta proposition, mais en même temps, ce côté, finalement, ce côté très sensible, peut-être, enfin oui, non pas appel, mais rend possible une traduction, une retraduction de tout ça sur la scène. Je voulais juste rajouter que les trois femmes sur lesquelles nous avons travaillé sont à chaque fois des femmes qui ont eu plusieurs vies, en fait. Pasqua, Angola, puis le Brésil, un mari en Angola, un autre au Brésil, Delphine Seyrig, la comédienne ultra-féminine, puis la féministe, et Violette Nozière, elle aussi, elle a eu plusieurs vies, puisqu'elle a cette vie qui l'a conduite au crime, et qui se termine sur la figure de la fleur du mal des années 30, c'est-à-dire une icône sinistre d'une France en crise. Et après, il y a la prison, parce qu'elle a été condamnée à mort et elle a été graciée. Donc il y a 12 ans de prison, et à la fin, Violette Nozière est libérée. Alors Violette Nozière, c'est intéressant aussi, parce qu'elle a inspiré les poètes surréalistes qui ont écrit un recueil de poésie en hommage à Violette Nozière. Et que devient donc Violette Nozière quand elle sort de prison en 1945? Eh bien, elle devient une dame tout à fait ordinaire, une mère de famille avec 5 enfants, qui vit avec sa maman, qu'elle avait essayé d'empoisonner. Elle s'est remariée, donc cette fille qui vivait une vie avec des amants, avec une vie à la limite de la prostitution, eh bien, elle découvre la conjugalité. Et puis, cette empoisonneuse sinistre, finalement, on la trouve en mère de famille, qui nourrit ses enfants à table. Donc voilà, il y a une autre vie. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans les trois personnages qui nous ont intéressés. Mais là-dessus, sur l'affaire de la multiplicité des vies, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous rejoint, enfin qui explique aussi peut-être pourquoi moi ça m'intéresse de faire du théâtre avec tout ça. C'est que non seulement ce sont des vies successives, donc c'est toujours des histoires qu'on raconte quand on raconte que les gens ont plusieurs vies, les unes à la suite des autres. Et ça aussi, c'est quelque chose à quoi on a envie de s'identifier. Parce que c'est l'aventure. Donc, quand on lit, on a envie de lire des choses où c'est possible d'avoir plusieurs vies. Ou quand on regarde une pièce de théâtre, même si c'est en attendant Godot, où ça a l'air d'être vraiment statique, bon, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se déroule pour qu'on s'y intéresse. Mais c'est aussi plusieurs vies, non seulement successives, mais simultanées. Parce que chacune d'entre elles parle de vie ordinaire. Mais c'est des personnages qui présentent des vies à la fois très ordinaires et complètement extraordinaires. C'est-à-dire que cette Pasqua, elle est tout aussi extraordinaire que la Serva Amorosa de Goldoni, ou cette Violette, c'est tout autant Clytemnestre ou Médée, ou je sais pas, une plus appropriée. Ou cette Delphine, c'est aussi Lola Montès. Delphine Seyrig a beaucoup parlé de la prostitution, et je pense que la prostitution est un thème essentiel. Non seulement de la vie des actrices, mais même de la vie générale, non seulement des femmes, mais aussi des hommes qui se prostituent tout autant que nous dans la société, enfin bref. Mais c'est aussi Lola Montès. Et en même temps, ce sont des personnages aussi très ordinaires. Et ça, c'est aussi le travail de l'acteur. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais jouer un personnage si on se dit « Ah, c'est Richard III » ou « Ah, c'est Marie Stuart » ou « Ah,
après ça. C'est comme, c'est tout simple, c'est la même chose que si on dit « Ah, elle est amoureuse !» Ben, qu'est-ce que vous jouez si vous jouez amoureuse? La manière d'être amoureuse, c'est pas faire comme ça toute la journée. Donc on ne peut pas jouer les sentiments, en fait, on ne peut rien jouer. Il faut jouer des choses concrètes, il faut jouer des choses ordinaires. Et donc cette simultanéité des vies multiples, c'est quelque chose que je trouve très vrai et dont l'histoire rend très très bien compte. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de rencontrer un historien pour devenir un personnage de littérature, encore une fois. Un immense personnage. Même si on est quelqu'un qui, je sais pas, aidez-moi là. Le sujet de... Quoi? Oui, quelqu'un d'ordinaire, mais je cherchais un personnage d'un livre d'histoire qui n'a pas été écrit par vous. Une autre question qui croise un petit peu plusieurs commentaires qui ont été faits jusqu'à maintenant et qui ont à voir avec peut-être la fabrique de la politique qu'évoquait Emmanuel. Plus concrètement, Emmanuel a parlé de l'inutile. Comment, très concrètement, on prête attention à ces voix qui sont restées silencieuses, qui n'ont pas été jusqu'à maintenant écoutées? Peut-être parce qu'elle disait rien, j'étais très frappée parce qu'elle disait déjà sur le fait que dans les conversations ordinaires, on ne parle pas de la douleur, de l'obscénité, des aventures. Comment vous, en tant qu'historienne, vous allez trouver la douleur, l'obscénité, l'aventure? Comment on fait ça? Les archives, comment on les trouve? Comment on prête attention à ça? Comment on les... on va trouver derrière ces documents qui sont souvent d'ailleurs très ordinaires, ces descriptions très ordinaires, parfois administratives, dans le langage juridique, comment on va trouver ces choses-là derrière ces textes, et aussi comment on les restitue, comment on fait, on rend audible ces documents. Donc c'est à la fois, c'est vraiment la question sur la poétique du travail de l'historienne, de l'écriture historienne, et pour finir, je poserai la même question à Jeanne. Comment vous, une fois que vous avez ce texte, soit déjà publié, soit en cours d'élaboration, comment vous faites ce travail de poétique, de passage, c'est très abstrait, peut-être trop abstrait comme question, mais de passage à, si vous pouvez citer peut-être un exemple, d'ailleurs, en tout cas, nos historiennes ici, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être le moment où vous avez découvert derrière un texte, cette arrière-fond, je pense, la conférence que vous avez donnée lundi, c'était très intéressant de voir comment vous avez trouvé l'inceste derrière des choses qui étaient, il y avait des choses qui n'étaient pas formulées, et c'est vous qui avez, en prêtant attention à ce que disait Violette, en prêtant attention à son geste lui-même et à ce qu'il signifiait, qu'il avait trouvé toutes ces significations derrière. D'abord, mon projet était de rendre compte des voies multiples qui avaient donné sens à cette affaire judiciaire. C'est-à-dire que moi, l'objet que j'ai pris, l'objet d'étude, c'est l'affaire judiciaire, l'affaire Violette-Nozière. Comment un historien peut travailler sur une affaire judiciaire? Il y a certainement plusieurs façons de le faire, mais en tout cas, moi je défends l'idée que pour travailler sur une affaire judiciaire, pour que vraiment elle devienne un objet d'histoire riche, il faut écouter toutes les voix qui ont parlé cette affaire. Hein? Alors c'est la voix du juge, bien entendu, c'est la voix du policier, c'est la voix des journalistes. Alors là, les multiples voix des journalistes, et puis c'est la voix aussi d'individus ordinaires. Dans tout ce concert de voix, il y a la voix de l'accusé. Et cette voix, c'est pas une voix, comment dire, c'est pas une voix qu'on va chercher dans un corpus documentaire. C'est une voix qui est tissée dans le document.
Et je prends l'exemple du procès-verbal de premier interrogatoire, où Violette Mézières s'explique sur son geste. Hein. On entend des mots. Ces mots sont-ils ou non authentiques? Oui et non. L'historien qui ouvre son carton d'archives, donc le dossier de procédure judiciaire, quand il tombe sur l'interrogatoire de Violette Mézières, il est content. C'est un peu l'euphorie. Je vais l'entendre parler. Ce qu'il entend, c'est ce que je vous ai dit. Si j'ai agi ainsi vis-à-vis de mes parents, c'est que mon père abusait de moi. Violette Mézières a-t-elle dit « Mon père abusait de moi ». Bien sûr que non. Hein, il y a toute une négociation, je dirais, entre ce qu'a dit Violette Mézières, ce qu'est la langue du juge, et puis les pratiques des greffiers, hein, qui concernent ça sur le papier. Donc, ce que j'entends, moi, dans l'archive, j'entends la voix de celle qu'on appelle la demoiselle Mézières. Hein, la mentionnée Violette Mézières. Voilà. C'est-à-dire une femme qui est entrée, c'est ce que tu disais, une femme qui est entrée dans un processus judiciaire qui va la modifier. Voilà. Et je trouve, et ce que je trouve remarquable après, et qui m'intéresse beaucoup, dans ce que fait Jeanne avec mon travail, c'est que j'ai l'impression que précisément, par la voix de Jeanne, j'entends cette solidarité entre la voix de l'acteur historique, hein, et le document. Et ça, je trouve ça formidable. Moi, j'étais en train de me dire, oui, c'est vraiment dit l'acteur, dit les acteurs. Moi, je peux parler parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se négocient au moment de l'écriture, dans tout ça. Et là, moi, j'en suis pas encore là, je passe mon temps. Alors, la question des voix, c'est un peu l'obsession des historiens. Un passage très célèbre de Michelet, qui était directeur des archives, et qui passait dans les archives et qui entendait les voix bruisser. Donc certains historiens entendent des voix. Et moi j'ai découvert au Brésil quand j'enseignais en 2010-2011, quand j'avais donné un livre à lire sur une histoire un peu... C'est un infanticide, c'est pas un parricide. C'est un livre magnifique écrit par un historien italien, Adriano Prosperi. J'avais donné le livre à lire aux étudiants et la fille qui faisait l'exposé était noire et elle était toujours habillée en blanc. Alors je lui ai dit « c'est joli ce blanc ». Elle m'a dit « mais c'est parce que je suis une fille de saint, fille di santo ». C'est-à-dire qu'elle était du culte africain du pendant bleu. Ah, alors je me suis dit, c'est pas un blanc innocent. Et quand elle a fait l'exposé sur ce livre, elle m'a dit, j'ai rêvé, elle est venue me voir, Luciana Clemoni, cette nuit, et elle m'a raconté l'histoire. Alors j'étais très très étonnée. Et ensuite j'ai lu Michelet, j'ai compris que certains historiens entendent des voix. Donc, Pasqua, sa voix, ça m'a beaucoup intéressée tout au long de mon travail. Et j'attendais sa voix. Or, un procès inquisitorial, c'est un procès totalement secret jusqu'au jour où vous êtes arrêté. Et l'Inquisition met 7 ans à faire l'enquête. Donc, Pasqua, elle n'apparaît qu'au 69e folio. Donc moi j'ai lu les folios sur mon ordinateur, parce que les archives de l'Inquisition du Portugal sont numérisées, et j'attendais avec une impatience immense la voix de Pasqua. Elle n'arrive qu'au 69e folio, lorsque les juges lui demandent « Comment vous appelez-vous » Et quand on est arrêté par l'Inquisition, il y a un ordre, et on vous dit « Vous êtes arrêté pour de bonnes raisons que le Saint-Office connaît, mais il ne vous dit pas pourquoi il vous arrête. » Donc elle a été arrêtée le 20 août 1700,
elle a pris le bateau, et là j'ai une description physique par le capitaine du navire. Donc j'ai vu Pasqua avant d'entendre sa voix. Alors là j'étais contente de voir Pasqua, mais j'avais toujours pas sa voix. Et elle arrive devant les juges, et c'est le 12 novembre 1700, alors que l'affaire a commencé en juillet 1693. Et là, j'entends sa voix. Et là, un peu déçue, parce que forcément, elle parle au juge exactement ce qu'a dit Anne-Emmanuel. Elle dit ce qu'on attend d'elle. Donc j'ai lu, et je me suis dit, oh, bah, finalement, il n'y a pas grand-chose au départ. Voilà. Et juste, j'ai donné la version de Jeanne à Jeanne le 20 août, et ensuite j'ai encore relu une dernière fois le document. Et là, j'ai entendu une nouvelle chose. La première fois où elle se présente devant le juge, par exemple, elle dit que ses maîtres en Angola étaient des mulâtres. Je ne l'avais pas entendu la première fois. Donc l'historien doit lire, relire, et chaque fois qu'il relit, il redécouvre, il entend la voix. Voilà. Alors évidemment, je passe, mais pour moi, alors là c'est une autre chose, c'est que slave voices, hein, les esclaves sont les grands silencieux de l'histoire. Et donc faire entendre la voix d'une esclave, c'est particulièrement excitant. Et faire parler une esclave à travers la voix de Béatrice aussi extraordinaire que Jeanne, avec la voix aussi merveilleuse que celle de Jeanne, là c'est vraiment très excitant. Voilà. Avec pas mal de traductions, c'est ça aussi je voulais dire, hein, parce que dans mon cas, Pasqua, qui a parlé Kimbundu dans sa jeunesse, la langue de l'Angola, elle parle ensuite le portugais, elle parle très bien le portugais. Moi je l'ai lu en portugais, je l'ai traduite en français, Jeanne l'a traduit en français, et Nicolas, notre traducteur préféré, l'a traduite en anglais. Donc voilà, la voix de Pasqua a déjà 5 langues. Alors, sur la question de la voix, il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que les voix, on peut les rechercher en se disant « Ah, enfin, on va entendre la voix de quelqu'un ». Mais il faut voir aussi que la voix, c'est aussi quelque chose qui est interdit de parler. Par exemple, dans le cas de Delphine Seyrig, c'est très très saisissant dans les recherches qu'a fait Emmanuel, qu'elle m'a donné. La voix de Delphine Seyrig est légendaire, c'est censé être une des plus belles voix de toute l'histoire du cinéma français. Et quand elle prend la parole sur le terrain politique, c'est précisément ça qu'on met en premier en avant pour essayer de l'empêcher de parler. C'est stupéfiant dans les archives. Cette voix qui se permet de dire ceci, cela et de parler pour les opprimés. C'est-à-dire que ce qu'on lui interdit de faire à ce moment-là, c'est exactement ce que Genet a décrit comme étant le ressort même de l'activité artistique. Donc on lui interdit non seulement de prendre la parole sur le terrain politique, mais même on lui retire sa légitimité sur le terrain artistique telle qu'elle est définie de façon assez généralisée dans les années 50-60. Déjà stupéfiant. Donc c'est pas seulement quelque chose qu'on peut rechercher, ça peut être aussi quelque chose qui vous empêche de parler, la question de la voix. Sur ce que viennent de dire les filles là-dessus, moi je suis frappée par ce que dit Charlotte quand elle dit qu'elle a réentendu quelque chose, parce que le fait est que l'art de l'acteur est un art de la répétition. On ne peut pas être acteur si on n'éprouve pas une jouissance particulière à refaire tout le temps la même chose. Être acteur, c'est être un cinglé qui refait 50 fois, qui radote en fait. Soit parce qu'on retourne tous les soirs au théâtre, soit parce qu'au cinéma, on fait une prise et une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Or, le seul intérêt, enfin le grand intérêt du radotage, c'est que tout d'un coup, on a une révélation et on se dit « Ah, mais c'est ça ce que ça voulait dire !» C'est-à-dire qu'on découvre tout le temps quelque chose de nouveau à l'intérieur du même, en fait. Et je voulais dire aussi sur ces fantômes. C'est amusant parce qu'hier on réfléchissait avec Nicolas sur la lumière du spectacle.
Et je lui ai dit, ce qui est un petit peu une petite connerie, une association. Enfin, c'est lui qui a dit, est-ce qu'il y a une ghost light dans ce théâtre? La ghost light, c'est ce qu'on appelle en français la servante. C'est-à-dire c'est la lumière qui restera toujours allumée, même quand le théâtre est complètement fermé. Il y a des très beaux textes de Kleist, par exemple, sur la servante, et qui permet que personne ne tombe. Et donc, c'est un peu con, hein, enfin, le théâtre, la mise en scène, ça marche aussi comme ça, avec des associations à la con. Je me suis dit, tiens, pour la partie de Pascoa, je vais amener la servante sur la scène, c'est-à-dire le fantôme. Mais au fond, dans la partie série, il y aura aussi déjà beaucoup de fantômes, puisque le cinéma, c'est quand même ça, c'est un art de montrer les fantômes. Et juste pour parler de la manière de faire surgir ces fantômes, puisqu'au fond, faire entendre ces voix, ça revient à faire surgir ces fantômes. Il y a une technique pour ça. Il y a une technique. Nous, les acteurs, nous disposons d'une technique pour faire surgir les fantômes. Mais je pense que le métier d'historien aussi a une technique. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est la raison pour laquelle les romans historiques ne m'intéressent pas du tout. C'est la technique de l'historien qui me paraît être une technique pour faire surgir les fantômes, de la même manière que nous avons une technique. Et cette technique, elle est très technique, c'est-à-dire qu'elle est très exigeante et précise. Par exemple, pour faire surgir une voix, il faut faire autre chose que ce qui est écrit. C'est une chose qu'on apprend, qu'on aille dans une école d'acteurs ou qu'on apprenne ça, comme dit Bulogier, par capillarité, en fréquentant d'autres acteurs. Il ne faut jamais jouer ce qui est écrit. C'est la différence entre un acteur amateur et un acteur qui a appris son métier. Un acteur amateur, il va lire une phrase qui exprime la surprise. Et il va faire « Oh, ah bah c'est très étonnant !» Et un acteur qui est un vrai acteur, il va surtout se dire « Ouh, il faut surtout pas jouer « Oh, bah c'est très étonnant !» Il va falloir jouer autre chose, parce que sinon c'est foutu, c'est raté. Et donc, il faut faire le pari d'une conjonction entre le texte et autre chose que le texte. Et faire le pari que c'est ça qui va faire surgir une vérité, peut-être pas tant du personnage, mais ou du moins une vérité de la situation. Et à travers cette vérité de la situation, une vérité du personnage. Et pour vous donner un exemple que j'ai eu dans ma vie d'actrice très emmerdant, quand Jacques Rivette m'a proposé de jouer la Duchesse de Langeais de Balzac, évidemment la première chose que j'ai faite, c'est de relire le livre. Et j'avais déjà lu le livre plusieurs fois, mais je l'ai relu pour le travail. Et alors, la Duchesse de Langeais de Balzac, ça commence par 30 pages de description de la Restauration. Donc, c'est 30 pages d'histoire qui décrivent la Restauration comme se le ferait un écrivain. C'est super, d'accord? Sauf que ça se termine par « Et Antoinette de Langeais était l'incarnation de cette période historique. » Alors, en tant qu'actrice qui devait jouer le rôle, je me suis dit « Merde, comment on fait là ?» Et donc, et alors oui, non, ce que je voudrais vous raconter, c'est que bon, après, donc ça se fait très concrètement, en fait, par un travail du concret. Elle dit une chose, il faut en jouer une autre. Elle est dans quelle pièce, elle porte quel costume, et ça rejoint un peu ce que disait Emmanuel sur la manière dont elle travaille, c'est-à-dire de regarder les situations concrètes d'action ou de discours pour trouver une vérité de la situation et du personnage ou de la micro-histoire ou de la biographie, comme elles veulent appeler ça. Moi j'appelle ça personnage, et décors et costumes et accessoires. Mais alors après, on a présenté le film à New York, parce qu'il est sorti ici, et il y a eu une présentation au Lincoln Center, et il m'est arrivé quelque chose de très désagréable, parce qu'il y avait des questions avec le public.
D'ailleurs, après, on pourra peut-être donner la parole. Et là, il y a une dame très âgée qui était assise assez loin dans la salle et qui m'a dit, qui a demandé la parole et qui m'a dit: écoutez, je trouve que votre interprétation est complètement nulle. Elle est d'une modernité totalement invraisemblable. Il est impossible qu'une femme en 1820 se soit comportée comme vous le faites, physiquement, tout ça. Et alors j'ai eu cette réponse extrêmement malheureuse parce qu'en fait je suis un peu myope, elle était très loin et j'avais pas vu qu'elle était très âgée. Je lui ai dit écoutez madame, peut-être que vous savez comment étaient les femmes en 1820, mais moi non. Donc je suis partie de ce que j'ai appris à faire dans mon métier. Et alors évidemment ça a été c'était une catastrophe, c'était une énorme gaffe. J'avais pas vu. C'était une dame qui avait au moins 80 ans, puis moi j'en avais 30. C'est quelque chose de très désagréable. Mais je le disais pas du tout pour être désagréable. Je le disais parce que, pour revenir à ce que je disais avant, je pense qu'on ne peut pas savoir. Et quand on... Et par exemple sur Barbara, qui est un peu la même chose finalement, de jouer un personnage qui a existé, à aucun moment je n'ai essayé de l'imiter. C'est-à-dire que je pense que je ferai entre le jeu d'acteur et l'art, qui est un très grand art aussi, de l'imitateur, la même distinction qu'entre le travail de l'historien savant et le roman historique ou comment il s'appelle, qui était super, Pierre Bellemare. C'est des arts différents et je pense que oui, je voulais juste. Tu as parlé des techniques du comédien, des techniques de l'historien, et tu as eu une phrase qui me paraît tout à fait éclairante, parce que tu as dit il faut faire le pari d'une conjonction entre le texte et autre chose. Et pour moi, cette phrase, elle est vraiment extrêmement éclairante sur le travail de l'historien, et ça fait écho véritablement avec mon travail, parce que cette autre chose, eh ben, c'est le présent. Pour l'historien, à mon avis, c'est le présent. Ce qui fait que quand je parlais de la parole de Violette Nozière, mon travail a été de... tu disais, Emmanuel, et comment fait-on pour rendre compte d'une voix du passé? Alors, on en rend compte en exposant les conditions de sa production. C'est pour ça que je parlais du procès verbal et de la situation judiciaire, et aussi en étudiant les conditions de sa réception. Et la parole de Violette Nozière était une parole en 1933, scandaleuse, monstrueuse, inaudible, invraisemblable, inaudible. Or, mon livre, alors je ne l'ai pas étudié en 2017, enfin il a été écrit, on va dire, 10 ans auparavant, néanmoins, c'est ce présent où la question des violences sexuelles en général, et puis la question de l'inceste en particulier, fait quand même l'objet d'un autre traitement. Je pense que du coup, voilà, le texte que produit l'historien, je ne sais pas si c'est de la littérature, mais en tout cas c'est une lecture, et c'est une lecture qui est marquée par ce personnage qui est l'historien lui-même. Hein. Et il me semble que je voulais reprendre la formule de Jacques, parce que voilà, c'est ça, c'est du document qui tisse les voies du passé et du présent, hein, que sort le livre d'histoire. Mais, en effet, je pense que c'est très vrai cette histoire du présent, parce que par exemple pour les acteurs au théâtre, et au cinéma aussi d'ailleurs, sauf qu'au lieu que ça se passe d'un jour sur l'autre, ça se passe de 5 minutes en 5 minutes, en fait on fait le pari de la conjonction du texte avec cette autre chose, et cette autre chose, c'est l'instant. C'est même pas le présent, c'est qu'est-ce qui a changé d'un instant à l'autre, c'est-à-dire ce qui fait changer d'une prise à l'autre au cinéma, c'est si tout d'un coup on est fatigué, ou si tout d'un coup il y a un éclairagiste qui est passé dans le champ et la lampe a été modifiée,
C'est pour ça que les grands acteurs de cinéma, comme De Niro ou Piccoli, sont des gens qui, par exemple, disent que, contrairement à la légende, ils ne quittent jamais le plateau, ils ne retournent pas dans la caravane, ils restent sur le plateau parce que c'est les modifications de l'instant du plateau qui permettent de modifier les conditions d'interprétation du texte et donc de proposer plus de choses. Et c'est à travers ça qu'arrivent de nouvelles surprises, en fait, comme des épiphanies successives qui font apparaître le personnage. Merci beaucoup pour cette épiphanie. On va vous remercier et passer la parole à la salle qui a été très patiente jusqu'à maintenant. Des questions, des commentaires? C'était vraiment très intéressant. Merci, c'était vraiment très intéressant. Mais je me demande si jamais vous avez recouru aux aides des psychanalystes. Parce qu'il y a parfois, je connais un grand historien américain, il s'appelle David Lewis, et il est un expert du docteur Dubois, qui est un grand intellectuel noir américain. Alors, il est allé consulter, je crois qu'il a même fait des séances avec un psychanalyste pour mieux comprendre ce grand personnage qui était très complexe. Je ne dis pas ça en disant que je veux que vous faisiez cela, mais seulement je me demande si dans votre cas, ça vous a aidé un peu de consulter une psychanalyste pour mieux comprendre le caractère, etc., de votre personnage. En fait, moi justement, ce que je voulais, ce à quoi je pensais aussi pendant qu'Emmanuel parlait, c'est que cette conjonction avec l'instant présent, en tout cas pour les acteurs, c'est aussi une conjonction avec l'inconscient. Parce que la technique qui consiste à ne pas jouer ce qui est dans le texte et à faire arriver quelque chose d'autre, en réalité c'est une technique pour que l'acteur laisse parler son inconscient, au lieu d'interpréter tout de suite le cliché. Je prends ce même exemple de la surprise, mais il y a des fois des gens qui croient être surpris, mais qui en fait ne le sont pas du tout. Et c'est beaucoup plus intéressant de penser que le roi Lear, en réalité, n'est pas du tout surpris. Ah bon, toi aussi, Cordelia? Non, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais et en tout cas. Bon, alors, je ne pense pas du tout que ça serait une bonne idée d'aller voir un psychanalyste pour lui demander ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut laisser parler son inconscient sans justement chercher à contrôler. Cela dit, Marilyn Monroe, l'art de l'acteur américain et l'acteur studio a beaucoup eu affaire à ce type de technique. Mais ce sont des techniques qui ne sont pas du tout françaises. Les historiens, je ne sais pas. Moi, la psychanalyse, elle m'a intéressée pour Violette Nozière, mais je dirais d'une toute autre manière. Parce qu'il y a le discours sur la criminelle mythomane. C'est le discours le plus important. La mythomanie, c'est une pathologie qui a été identifiée par le psychiatre Dupré au début du XXe siècle. Et les journalistes connaissent les concepts principaux de la psychiatrie, et donc ils utilisent le concept de la mythomanie pour disqualifier la parole de Violette Nozière. Et puis il y a un autre discours qui se greffe sur le discours sur le mythomane, c'est le discours de la parricide d'Oedipienne. C'est-à-dire Violette Nozière aurait été inconsciemment amoureuse de son père, et elle aurait pris ses désirs pour la réalité, et elle accuserait son père de choses qu'elle aurait inconsciemment désirées, c'est-à-dire l'inceste. Donc, moi, ce qui m'a intéressée, c'était à partir de cette affaire, et c'est pour ça que moi j'adore travailler sur les affaires judiciaires, c'est-à-dire travailler sur le cas particulier qui permet de voir large, en fait.
Et donc, à partir de cette affaire, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est finalement de faire une sorte d'histoire de la psychanalyse, mais je dirais pas du tout comme a fait Elisabeth Rodinesco, hein, c'est-à-dire l'histoire de, au fond, l'histoire des concepts et de la diffusion de ces concepts, c'est-à-dire en gros le conflit entre la psychiatrie française et la psychanalyse, ou entre les psychologues français et Freud. Comment le corpus freudien a été accueilli et déformé en France. C'est comme ça qu'on fait l'histoire de la psychanalyse. En tout cas, Elisabeth Rodinesco fait l'histoire des grands noms de la psychanalyse. Moi, je ne voulais pas du tout faire l'histoire des grands noms, mais l'histoire de la diffusion des concepts freudiens dans le discours social. Hein? Et à partir de ce cas, eh bien, je voyais que, contrairement à ce qu'on a pu dire, hein, certains historiens ont dit « Oh, mais la psychanalyse, c'est terra incognita en France. » En fait, non. Dans les années 30, les gens s'approprient les concepts. Hein. Le complexe d'Oedipe, il y a par exemple la figure de la freudienne. Dans la presse, la jeune fille freudienne, c'est une jeune fille un peu étrangère. Hein. Elle porte toujours un nom. Il y en a une qui s'appelle Jeanne l'américaine. Dans le journal Paris Soir, on parle d'une jolie freudienne qui aime Freud, donc prétention intellectuelle, comportement d'émancipé, c'est-à-dire émancipé sexuellement, et puis qui nourrit des désirs pas nets à l'égard de ses parents, et puis qui a l'ambivalence freudienne, c'est-à-dire à la fois des désirs, mais en même temps elle voudrait s'en débarrasser. Donc il y a eu ce portrait de Violette Nozière en jeune freudienne, et de voir comment prenait corps dans ces années 30 la figure de la freudienne. C'est intéressant comme avatar de la jeune fille moderne. La jeune fille moderne, c'est une figure connue, hein, c'est la garçonne, c'est la jeune fille émancipée. Et la freudienne, c'est une déclinaison que moi je ne connaissais pas et que j'ai rencontrée avec le cas de Violette Nozière. C'est pour ça qu'elle fait ce n'est pas ça que fait Rodidou. Ce n'est pas ça que fait Rodinesco. C'est pas. C'est du roman, au contraire. Elle a fabriqué avec l'histoire de Lacan et de son cas, qui est d'ailleurs voisine avec celui de Violette Nozière d'un côté et celui des Sœurs Papin de l'autre, dans un corpus, je doute que vous vous intéressez beaucoup. Elle a fabriqué un roman qui d'ailleurs est assez mauvais, mais c'est pas bien. Oui, non mais d'accord, elle a fabriqué un roman, mais ce que je veux dire, moi, c'était qu'il y a deux manières d'approcher la psychanalyse. Il y a l'histoire par en haut et il y a l'histoire par en bas. Et qu'avec un parricide, en l'occurrence celui-là, vous pouvez faire l'histoire par en bas, et elle est intéressante aussi. D'autres questions? Interrogations? Ça peut être en anglais ou en français? Si vous avez des questions en anglais. Je me demande simplement de vous parler de la criminelle mythomane et puis de la parricide oedipienne. J'adore ces expressions. Vous avez interprété dans la presse des années 30, ou c'est vous qui avez interprété Violette Nozière comme. D'où sortez-vous ces expressions? Alors, non, c'est pas mon interprétation. Alors, ce sont des expressions de la presse, bien sûr. C'est dans les années 30. Oui, tout à fait. Donc, il y avait manifestement une influence freudienne, d'ores et déjà, dans la presse de guerre. Vous avez parlé du Parisien, très intellectuel. Oui, tout à fait. Alors, la psychanalyse, elle est présente évidemment dans le recueil des surréalistes sur Violette Nozière, mais de manière beaucoup plus intéressante pour l'historien dans le discours de presse. Alors, je vais apporter un correctif à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec l'idée de. Parce que ce qui m'a intéressé, c'est de voir à quel point, finalement, le complexe d'Oedipe était un concept dont les Français, dans les années 30, étaient assez familiers. Alors, mon correctif, c'est que c'est une notion qui est très utilisée par les journalistes. En revanche,
Dans le corpus qui m'a beaucoup intéressé, on en parlait l'autre jour, le corpus des lettres écrites par des gens, c'est-à-dire des gens normaux, des gens ordinaires, le corpus des lettres écrites par des gens ordinaires au juge d'instruction, à l'avocat, au procureur sur l'affaire, on ne trouve pas de référence à Freud. Donc voilà, c'est un correctif. Merci beaucoup, c'est vraiment fascinant à la fin de cette semaine de réflexion. Et vous m'entendez? J'aurais aimé savoir, on a eu une discussion avec Charlotte pendant la semaine où elle a raconté comment le fait d'être lue par Jeanne a changé son écriture. Et donc je voulais savoir dans ce sens inverse, comment le fait de voir vos personnages mis en scène et vus par Jeanne a influencé votre façon de présenter, d'écrire leur histoire, de les mettre en scène en histoire et non pas sur scène. Ça n'a pas eu lieu, non, c'est ça, je suis la spécialiste des réponses courtes. Non, mais ça n'a pas eu lieu encore, donc ça n'a pas pu avoir encore. Moi, je suis très curieuse. Je suis très curieuse de voir ce qui va se passer demain, de ce qu'elle en a fait. Et après, on verra comment ça fait retour sur nous. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que, évidemment, pour moi, c'est peut-être plus facile de parler, puisque mon livre existe déjà. Mais ce qui est important pour moi, dans le fait aussi que Jeanne fasse quelque chose avec mon livre, c'est que ça m'appartient plus. C'est que mon texte, moi je suis quelqu'un qui, je suis toujours embarrassée pour le dire, mais j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'années sur ce livre. C'est presque, c'est monstrueux. Plus de 10 ans, peut-être 15. Et puis une fois que c'est sorti, Jeanne le prend, elle ne pourra pas évidemment le lire en entier, donc elle fait des coupes. C'est quelque chose. Parce que tu parlais du cadre académique au départ, qui n'est pas ton lieu, et là tu viens. Nous, les historiens, nous sommes toujours dans un cadre académique, et là, nous sortons samedi, nous allons sortir de ce cadre académique pour être sur des planches de théâtre. J'ai oublié ce que je voulais dire du coup. Oui, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai oublié mon idée. Ça va revenir. Mais j'ai oublié. J'avais l'idée d'avoir quelque chose d'intéressant à dire. Votre discours est plus beau. On vous vole votre discours, on vous vole votre dire. Oui, voilà, c'était quelque chose là-dessus, mais il y avait une autre idée. Ouais, tant pis. Voilà. Alors moi, ça a eu une influence dont je ne sais pas quelle voix va avoir Passeports avec Jeanne. Et je suis très curieuse pour demain. Par contre, moi j'ai écrit en pensant à Jeanne. Et donc la question de la mise en écriture fait que j'ai aussi pensé du coup à faire un texte peut-être plus littéraire que ce que j'ai l'habitude de faire. Et de mettre en scène justement par exemple l'apparition de Passeports et aussi bien sûr de faire entendre sa voix. Je pensais à Jeanne là aussi. Donc à chaque chapitre, je commence par des citations du texte. Voilà. Donc dans la mise en écriture, oui, ça m'a influencé. Voilà. Et puis parce que bien sûr, j'écrivais pour Jeanne qui ne connaissait rien du monde dont je parlais. Alors il fallait effectivement avoir une
forme d'explication. J'ai l'habitude d'écrire pour des gens qui ne connaissent pas tellement le monde dont je parle, puisque je suis spécialiste du Brésil en étant une historienne en France. Donc, cette question d'une sorte de pédagogie, quand même, de pouvoir faire ressurgir le monde du XVIIe siècle, de l'Atlantique Sud, voilà, c'est pour moi important que ça soit un monde compréhensible pour des gens qui ne le connaissent pas. Une autre question? Alors, vraiment, merci de cette présentation, c'est très intéressant. Mais oui, j'avais une question concernant un événement d'actualité qui est cette pétition que des historiennes ont fait circuler, actuellement, concernant davantage de parité dans le domaine de l'histoire au niveau de l'institution académique. Et Michel Perrault disait dans un article du Monde il y a quelques jours que l'histoire est une science virile. Donc je me demandais si vous partagez cette expression, cette idée, voilà, aussi ces débats actuels. Oui, alors moi j'ai lu l'article de Michel Perrault, je crois qu'elle dit l'histoire est encore une science virile. Donc et Michel Perrault, pour tout le monde peut-être connaît pas dans la salle cette grande figure de l'histoire des femmes en France, qui a quand même 90 ans aujourd'hui, et qui n'a pas signé la pétition. Donc c'est intéressant parce que, voilà. Alors moi j'ai pas signé non plus, mais je suis tout à fait avec Michel Perrault, c'est-à-dire que sur le fond elle est d'accord avec la pétition, elle l'avait signée, bon elle a ses raisons, voilà. L'histoire est quand même encore une science virile, mais bon, voilà, nous on est venus ici, c'était avant la pétition, tout ça a été prévu, les historiennes, je crois qu'il y a c'est vrai, une certaine façon pour les femmes de faire l'histoire. Et quand on parle des questions des voix, des formes de sensibilité, dans le choix des sujets, il y a une façon peut-être féminine de faire l'histoire, mais par contre, je crois qu'il y a la bonne histoire à la fois virile et féminine. Et ce qui compte, c'est de faire la bonne histoire. Voilà. Moi, je voudrais dire là-dessus, parce que j'avais donné ce titre à cet événement et à ce spectacle il y a plus d'1 an. Alors tout d'un coup arrive cette pétition. Alors je dois vous dire que je me rengorge comme un gros dindon parce que ça me fait penser à rien moins que Jean-Luc Godard qui avait filmé le Concordia comme métaphore de la faillite de l'Europe. Et pouf, 8 mois après, le Concordia s'échoue, le capitaine quitte le navire. Alors, cette manière de voir arriver l'histoire, hier j'étais dans un gros dindon des proportions que ça prend. Mais ce que je voudrais dire de plus sérieux là-dessus, mais même si c'est une toute petite contribution à cette question, c'est qu'en fait j'avais choisi ce titre parce que les historiennes, ce sont 4 personnages dans Salo ou les 120 jours de Sodome de Pasolini. Et donc ce sont 4 personnes un peu terrifiantes qui arrivent à un moment à Salo. Donc le contexte n'est pas ultra sympa de ces historiennes, mais nous, je trouvais ça amusant de prendre ce titre, voilà, juste la formule des historiennes. C'est les vraies historiennes. Oui, non mais c'est amusant parce que c'est aussi des questions historiographiques, c'est-à-dire que du coup on a l'impression que ce contexte a créé cet événement alors que cet événement n'a rien à voir mais il prend une signification nouvelle grâce au contexte. Et bon, alors si vous voulez tout savoir, certaines d'entre nous ont signé, d'autres pas. On est globalement d'accord avec un certain nombre de revendications. Ensuite, sur la manière et puis les proportions que ça peut prendre dans la révision de l'histoire de l'art, etc. Je crois qu'on est un peu, enfin je dis bon, mais oui, on en a quand même pas mal discuté. On est quand même dans un certain écart par rapport à
ce que prenait toujours ce genre d'événement, c'est-à-dire un peu une langue de bois, mais bon, en même temps, pourquoi pas. Donc, on retrouve nos historiennes demain À la FIAF. On les retrouve, les 3 historiennes, dans l'acte 4. La FIAF, j'espère que ça, j'annonce ça, il y a des flyers, c'est 19h. Il y a une réduction en plus, vous avez vu quand on est. Il y a un site où on peut avoir des billets, des tickets à prix réduit. Prenez le petit flyer et venez demain pour la suite de l'histoire. Merci.